Toute la réunion est enregistrée et ça sera sur YouTube. Même ici. Je ne sais pas, ça passe sur une des chaînes YouTube. Essayez de récupérer les sons sur YouTube. Sinon, c'est enregistré. Ouais, c'est enregistré en tout cas. Mais est-ce qu'ils ont le son dans la salle? Il y a les Est-ce qu'il y a le sons. son dans la Nous avons salle? le son, Je pense que c'est la préoccupation. OK, bon, prenez maintenant là où vous entendez Louis, hein, mettez le chorus, comme on dit. Mettez le chorus et collez un micro dessus. L'ordinateur sur lequel vous l'entendez, collez vraiment votre micro dessus et ouvrez-le. Ouais, je pense qu'on peut avancer. Hein. On peut avancer. On leur donne 2-3 minutes qui collent le micro sur l'ordinateur. Oui, c'est bon, on peut continuer. Là, maintenant, vous nous entendez? Oui, c'est bon comme ça. OK. Bon. Je sais que Charles, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler en public. Il va se reprendre assez facilement là où on l'a fait perdre. D'accord. Donc, je reviens pour dire effectivement que depuis donc 30 ans, on a vu ces guerres se succéder à l'est du Congo, notamment au nord au sud Kivu. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, c'était d'essayer d'obtenir beaucoup de documents. Dire que les documents qui peuvent permettre aux Congolais de savoir ce qu'on leur cache. Et qu'est-ce que j'ai découvert, notamment dans les archives de l'Union européenne? C'est que l'Union européenne a envoyé à l'est du Congo depuis plusieurs années, y compris à Kinshasa, beaucoup d'émissaires, que ce soit le représentant spécial de l'Union européenne comme M. Ado Ayelo, M. Xavier Solana, qui était également l'un des patrons de la diplomatie européenne. Toutes ces personnalités très importantes ont fait des missions à Kinshasa et à l'est du Congo. Il y a eu également des experts qui ont été mandatés par l'Union européenne pour aller au Congo voir ce qui s'y passe. J'ai obtenu également certains documents qui avaient été envoyés ou des rapports qui ont été faits par la MONUC à l'époque. Et dans tous ces documents, il y a des éléments qui sont des éléments permanents, qu'on revoit régulièrement. C'est par exemple le fait que quelqu'un comme Laurent, pendant plusieurs années, et qui est devenu dans les archives de documents de la MONUSCO, par exemple, que Laurent Kunda n'est pas congolais. C'est pas moi qui le dis, ce sont les experts de la MONUC qui ont fait un rapport de 10 pages disant que Laurent Kunda n'est pas congolais et qu'il était rwandais. Qu'il a effectué une partie de sa carrière dans l'armée rwandaise et qu'il était sergent dans l'armée rwandaise et qu'il a quitté son grade de sergent dans l'armée rwandaise pour devenir général dans l'armée congolaise. Et quand il est devenu général dans l'armée congolaise, c'était par le décret, il avait été nommé par décret, et c'était le président Joseph Kabila qui avait signé le décret qui désignait, n'est-ce pas, Laurent Kunda comme général des FARDC. Et c'est le représentant spécial, enfin le représentant spécial de l'Union européenne, M. Ado Ayelo, qui, dans un rapport confidentiel, dit que, eh bien, il faut déchoir M. Laurent Kunda de son grade de général parce qu'il est considéré comme un criminel de guerre. Ce sont des gens, d'après, j'exprime là ce que dit M. Ado Ayelo, il dit que les miliciens, tous les miliciens, ce qu'on appelait les chefs de guerre à l'est du Congo, avaient été intégrés dans les FARDC parce qu'on considérait qu'ils devaient cesser la guerre. Et pour cesser la guerre, il a fallu qu'on les mette dans les FARDC. On a adhéré aux FARDC pour certains, mais que pour beaucoup, eh bien, ils sont restés dans les différentes rébellions ou les différentes milices
auquel ils appartenaient, et il a décidé à ce moment-là de demander à M. Joseph Kabila de déchoir Laurent Nkunda de son grade de général et surtout de mener des poursuites contre lui. Donc, un mandat d'arrêt a été lancé contre Laurent Nkunda, mais ce mandat d'arrêt n'a jamais prospéré. La Cour pénale internationale avait dit publiquement avoir ouvert un dossier sur Laurent Nkunda, et jusqu'à ce jour, au moment où on parle, eh bien, les Congolais n'ont pas eu de suite sur ce dossier de la Cour pénale internationale. Donc, j'ai voulu remettre ces informations à la disposition des Congolais pour qu'ils se rendent compte que quelqu'un comme Laurent Nkunda, qui était connu par tous les Congolais comme étant un Banyamulenge, donc comme étant un Congolais disant qu'il est né au Congo, qu'il a vécu au Congo, etc., quand les rapports, un rapport confidentiel, un rapport spécial de la MONUC nous dit que M. Laurent Nkunda n'est pas congolais, pour moi, je considère qu'on est là en face d'une imposture et d'une situation qui est d'une gravité extrême, parce que non seulement ce monsieur a commis des crimes au Congo, mais il a raconté pendant plusieurs années qu'il était congolais, et on découvre qu'effectivement, il n'est pas congolais. Et en effet, M. Laurent Nkunda s'est réfugié au Rwanda. Donc, moi, je me pose toujours la question de savoir si M. Laurent Nkunda a pu se réfugier au Rwanda, combien de gens sont dans cette configuration. J'ai fait également des recherches qui m'ont amené à constater que on s'est retrouvé dans le cas de M. Azarias Robert-Roy, par exemple, qui se réclamait être originaire de l'Est du Congo, etc., était né le même jour à 3 endroits différents. Donc, d'un côté à Minembwe, d'un autre côté à Itombwe, d'un autre côté à Ogezi. Et ça, ce sont les éléments qui sont des documents officiels. Ce n'est pas moi, Charles Nana, qui ai rédigé ça. J'ai simplement constaté cela et je me suis dit qu'il faut mettre ces éléments à la disposition des Congolais pour qu'on puisse interroger ce monsieur qui a quand même été vice-président de la République démocratique du Congo et puis surtout chargé de la sécurité. Et au moment où monsieur Azarias Robert-Roy est chargé de la sécurité, on n'a jamais vu des populations autant en insécurité à l'est du Congo que sous cette période-là. C'est-à-dire, après les accords de Sun City, où M. Azarias Robert-Roy est devenu, je dirais, vice-président de la République chargé des questions de sécurité, c'est à ce moment-là qu'on a vu quelqu'un comme Laurent Nkunda, Moutebouissi et d'autres massacrer des populations de l'est du Congo, violer les femmes à l'est du Congo, et cette situation ne s'est jamais arrêtée. Et pendant toute la période où M. Azarias Robert-Roy a été vice-président de la République, eh bien, à aucun moment, ces personnes n'ont été ni arrêtées, ni sermonnées. On n'a pas vu de commission d'enquête diligentée par les hautes autorités congolaises pour qu'on sache exactement ce que ces personnes ont fait contre les populations congolaises à l'Est. Et donc, dans mon livre, j'ai effectivement essayé d'apporter des photos pour montrer, parce que j'en recevais tellement de bénis, que j'ai voulu montrer aux populations congolaises, mais aussi aux non-congolais, aux Africains et aux Occidentaux, ce que vivent les populations de Béni depuis plusieurs années maintenant dans l'indifférence générale. Le nombre de morts par jour à Béni, le nombre de femmes tuées, assassinées, violées à Béni a dépassé, je dirais, toute situation qu'on peut vivre en situation de guerre. Et donc là, je ne sais pas si c'est une volonté d'exterminer les populations de Béni. Il y a quelqu'un comme M. Boniface Moussavouli qui avait écrit un livre très important sur ces massacres-là. Et on a l'impression que plus on parle des massacres de Béni, moins on a envie d'entendre parler de ces massacres. Et c'est pour cette raison que j'ai considéré que si à l'intérieur du Congo, il est difficile aux Congolais de se faire entendre, si ma petite voix peut apporter un plus aux pleurs et à la souffrance des populations congolaises pour qu'elles soient entendues, eh bien, moi, je ferai ce que je peux à ce niveau-là. Et c'est pour cette raison que j'ai publié ces livres. Et je vous remercie de votre attention. Je suis disposé, évidemment, à répondre aux questions qui me seront posées. Merci, Charles. Et je demande qu'on l'applaudisse un peu pour son introduction. Je vois que dans la salle, la solution est toujours en train d'être trouvée, mais ne vous inquiétez pas trop.
on résout votre problème, hein, la réunion aussi est enregistrée et ça sera diffusé dans plusieurs canaux, donc vous aurez le temps de suivre. Alors, avant de passer la parole aux autres modérateurs pour qu'ils posent leurs questions, je ferai d'abord une petite précision personnelle et je poserai la toute première question à M. Onana. Bon, la petite précision personnelle, c'est que lorsque LKPS, non, pardon, LPKS, voilà, m'a contacté pour modérer cette réunion, l'association a voulu remettre un cadeau. Bon, généralement, si c'est une association étrangère qui me contacte, s'il donne un cadeau, on l'envoie soit à Béni, soit à Goma. Mais si c'est une association congolaise, on ne prend absolument rien. Donc, d'annuler les cadeaux qu'ils ont envoyés, de les consacrer à l'organisation ou d'envoyer ces cadeaux à Béni. En tout cas, pour le Congo, nous sommes au service. Je préfère dans la transparence que les cadeaux soient gardés pour ceux qui en ont le plus besoin que moi qui suis ici et qui peut se débrouiller. Voilà, je peux me débrouiller. Alors, moi, la première question que je m'avais posée à M. Onana, c'est pourquoi les titres Holocauste? Holocauste, c'est les massacres des Juifs et c'est un massacre qui a un caractère particulier. C'est ainsi qu'on a donné le mot Holocauste. Pourquoi avez-vous qualifié le massacre qui se passe au Congo d'Holocauste? N'aviez-vous pas un autre mot, un autre titre? Pourquoi ce titre-là, ce titre choc? Écoutez, ce n'est pas un titre choc du tout. C'est tout simplement la réalité. Les populations de Béni peuvent nous dire que leur vie au quotidien est une vie d'extermination. Les populations de l'Est, que ce soit au Nord ou Sud Kivu, peuvent nous le dire depuis plusieurs années maintenant. C'est exactement ce que vivent les populations du Congo. Et je considère que, et d'ailleurs, je ne suis pas, moi, je suis peut-être aujourd'hui j'ai utilisé ce terme de d'Holocauste, mais simplement parce que c'est une extermination des populations, suivie de torture, etc. C'est la réalité, c'est un terme français qui dit exactement ce qu'il veut dire. Donc, le problème, c'est que le pape, dernièrement, quand il est venu au Congo, il a parlé de génocide oublié en parlant des massacres et du drame du Congo. Et d'autres avant moi ont parlé de génocide au Congo. Bon, moi j'ai choisi, enfin avec l'éditeur on a pris le terme Holocauste simplement parce que il est caractéristique de ce que vit le peuple congolais depuis 30 ans. Ce n'est pas depuis 1 an ou 2 ans. Il y a 30 ans maintenant que le peuple congolais vit un calvaire innommable dans son pays. Des gens qui n'ont attaqué personne, qui n'ont provoqué personne, qui ne sont allés mener la guerre dans aucun autre territoire, eh bien, ces gens-là sont attaqués chez eux et on leur demande de se taire. Et moi, j'ai considéré que c'était inacceptable. Donc, c'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, le titre moi, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient mal à l'aise avec ces titres-là, mais jusqu'à preuve de contraire, personne ne peut nous démontrer que ce qui se passe au Congo n'est pas un holocauste. Donc, je suis désolé, je persiste et je signe que ce titre est exactement ce que dit le peuple congolais. Et je pense que peut-être que maintenant, les gens vont peut-être s'occuper très sérieusement de la situation des Congolais. Voilà, on va donner la parole à Héritier. Je crois que lui, c'est LKPS Béni. Il sera suivi par Kinshasa et ensuite nous remonterons en Europe avec Henri Bossinge. Héritier nous écoute. Si Héritier ne nous écoute pas, on va prendre LPKS Kinshasa. Ouvrez vos micros, activez vos micros. Bon, on va prendre Henri Bossinjo le temps qu'ils ajustent leur micro.
Micro, Henri, micro. Maintenant, ça va? Oui, mais là, ça va. Merci beaucoup. Merci, mon frère Kelvin et aussi mon frère Charles Onana. Je voulais juste savoir, vous venez des Cameroun. Pourquoi les Congo par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire comme des recherches? Pourquoi vous avez choisi les Congo aussi longtemps? En Afrique, il y a beaucoup de pays et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent, mais vous avez juste choisi les Congo pour que vous fassiez tout ce que vous êtes en train de faire comme des recherches. C'est ça ce que je voulais savoir comme question. Écoutez, j'ai parlé en début d'émission de Monseigneur Mozirois. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, mais moi, je ne savais pas que j'allais me retrouver pendant des années à travailler sur le Congo. Je ne savais pas ça au départ. Mais c'est au fur et à mesure que je travaillais sur ce qui se passait au Congo que je me rendais compte qu'en fait, il y avait un silence qui était organisé. Et que même autour de moi, quand je disais aux gens ce que je découvrais sur le Congo, ça n'avait l'air d'intéresser personne. Et je me suis dit, c'est quelque chose de totalement normal. Moi qui avais déjà travaillé sur le Rwanda, je voyais que on parlait beaucoup plus de de la tragédie du Rwanda que de celle du Congo. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que ce qui s'est passé au Rwanda, c'est bien sûr une tragédie qui a touché entre 500 000 et 800 000 personnes, d'après ce que disent les officiels eux-mêmes, ou 1 million, d'après ce que disent encore les officiels. Mais je me rendais compte qu'on était passé à 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions au Congo et personne ne voulait s'intéresser à ça, personne ne voulait parler de ça. Madame Hillary Clinton elle-même, quand elle est venue, elle avait parlé de plus de 4 millions de morts. Mais je ne comprenais pas pourquoi 4 millions de morts, c'est rien aux yeux de beaucoup de gens. Je ne comprenais pas pourquoi parler de centaines de milliers de femmes violées quand on sait ce que c'est que l'importance qu'a une femme en Afrique et dans le monde de manière générale. Ce sont les femmes qui donnent la vie. Et quand on détruit les femmes de cette façon et qu'on ne veut pas parler et qu'on voit chaque jour, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Moi, j'ai interrogé des femmes violées à l'est du Congo, mais c'est le cauchemar. D'autres n'ont pas envie de quitter la région natale, mais elles sont obligées d'être confrontées à la violence de ces milices qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, etc. Je ne comprenais pas pourquoi on inflige cela à ces populations et on ne veut même pas que ces gens aient le droit ni de pleurer, ni de s'exprimer. Et c'est pour cela que je leur ai simplement apporté ma modeste voix. Et je me suis rendu compte qu'au fil des années, plus je parlais du Congo, plus il y avait des résistances, plus on me censurait, moi, partout, alors qu'en fait, je n'ai commis aucun crime, je n'ai commis aucun délit. Et je me suis dit, si moi qui suis extérieur, on me censure comme ça, ben ça signifie que pour les Congolais, c'est quasiment mission impossible. Alors j'ai continué mon travail patiemment en me disant que peut-être qu'un jour, la voix portera. Et on est obligé de constater aujourd'hui que ben, la voix du Congo commence effectivement à porter. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais c'est comme ça que je suis arrivé à rester, je dirais, patient pour qu'un jour, peut-être, la voix du Congo sorte. Mais je ne savais pas que ça allait être maintenant. Mais je constate tout simplement que peut-être maintenant, le moment était le plus opportun et donc j'ai peut-être eu raison de rester patient et de continuer à travailler. Voilà, je vois, parce que je ne vois pas tous les noms, on va passer la parole à Augustin VW. Vous vous présentez, vous dites dans quelle ville vous êtes ou dans quel pays, et ensuite vous posez votre question. Augustin, veuillez ouvrir votre micro. Juste après lui, ça sera Jean-Paul. Ok, bonjour à tout le monde. C'est Augustin Walouma, voilà. Voilà, vous m'entendez, bonjour? On vous entend très bien. Voilà, oui, moi je vous joins, j'habite à Lyon. Je suis militant de la Lucha Congo, section Union européenne. Donc, j'avais une petite question à poser à notre ami Charles
que je remercie énormément d'abord pour son œuvre et tout ce qu'il fait pour relater l'histoire du Congo. C'est vraiment un travail très fabuleux et très exceptionnel qui soit élaboré de sa part. Moi, ma petite question serait, Monsieur Charles, est-ce que tout ce que vous faites, tous ces ouvrages que vous produisez, est-ce que vous êtes dans le milieu des écrivains congolais? Ça, c'est d'abord un. Et comment est-ce qu'ils perçoivent vos ouvrages? Aussi, est-ce que les autorités congolaises, vous prenez contact avec eux par rapport à avoir leur retour par rapport à ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez quelle est leur perception de ce que vous écrivez en décrivant vraiment des crimes graves qui se passent au Congo? Qu'est-ce qu'ils vous disent finalement? Ou alors, je ne sais pas, c'est ma question. Merci. Donc, merci beaucoup, Augustin. Bon, pour ce qui est des écrivains congolais, je suis bien sûr en contact avec des écrivains congolais depuis de très nombreuses années. Vous aurez remarqué d'ailleurs que dans mon livre, j'ai essayé de mettre vraiment en valeur le travail qui est fait par les Congolais, qui a été fait par les Congolais. Habituellement, je lisais beaucoup de livres qui sont faits en Occident. La parole est toujours donnée aux experts occidentaux, aux spécialistes occidentaux, etc. Mais moi, j'ai voulu valoriser le travail qui a été fait par des Congolais, que ce soit des chercheurs congolais ou des parlementaires congolais qui ont beaucoup travaillé sur cette question à l'est du pays. Je me rendais compte tout simplement que ces travaux ont été oubliés ou ignorés par beaucoup depuis de nombreuses années et j'ai voulu, autant que faire se peut, signaler la plupart des travaux. Je m'excuse pour ceux que je n'ai pas eu la possibilité de citer. J'en connais beaucoup, mais j'avais une contrainte, c'est-à-dire au niveau de la pagination du livre, c'est-à-dire qu'il y avait des informations que j'avais qui n'étaient pas connues du grand public, que je voulais absolument faire connaître. Et en même temps, j'essayais de citer tous les auteurs congolais avec lesquels j'avais eu à échanger, etc. Et quant à ce qui concerne les auteurs, les dirigeants congolais, bon, le retour que moi, j'ai quelques retours, c'est que depuis que le livre est sorti, évidemment, le livre est très apprécié à Kinshasa, que ce soit chez les intellectuels congolais, mais bien entendu, même au sein de la classe politique congolaise. Mais il y a un problème, c'est que manifestement, je suis venu taper sur un tabou, c'est-à-dire que un volet sur lequel les Congolais, enfin les dirigeants congolais, pas les Congolais de manière générale, mais les dirigeants congolais, certains dirigeants congolais n'osent pas travailler parce qu'ils sont sous la menace constante de dire que s'ils parlent de la situation à l'est du Congo et de ceux qui sont à l'origine de cela, eh bien, ils développent le discours de la haine. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut dire que les Congolais ont un discours de la haine, alors qu'en fait, ceux qui sont victimes, ce sont les Congolais. Donc, je ne comprends pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande d'accepter de mourir sans parler, d'accepter les violences sans parler, d'accepter d'être torturés et d'être violés sans parler. Eh bien, manifestement, moi, j'ai mis les pieds dans le plat et évidemment, beaucoup de gens sont mal à l'aise avec ça, mais j'ai dit tant mieux si c'est pour rompre le silence sur le drame et la souffrance des Congolais. Tant mieux. Donc, le livre est apprécié dans la classe politique, mais le débat n'a pas encore, effectivement, ne s'est pas encore enflammé ou ne s'est pas encore étendu au-delà de certains cercles en privé. Je pense d'ailleurs que la première émission que nous avons faite avec Kerwin Maïzo et Patrick Mbeko a eu un retentissement à Kinshasa et évidemment les gens se rendent compte que eh bien ce dossier il faut l'aborder. Il faut l'aborder parce qu'il s'agit d'une tragédie pour le Congo. C'est un holocauste que vit le peuple congolais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai jamais vu les gens se taire devant un holocauste. Pourquoi on demande aux Congolais ou on souhaite que les Congolais se taisent devant l'holocauste dont ils sont victimes?
Voilà. Merci Charles. On va passer la parole à Jean-Paul et là je vois W. Voilà, merci. Je vous remercie. Donc, c'est Jean-Paul Ouassingia. Je suis à Lyon aussi. Et je remercie encore une fois Charles Onana pour son courage, le courage qu'il prend de tirer les millions de morts des Congolais de limbes de l'oubli auquel il serait condamné sans ses écrits. Et alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est comment on peut arriver à renverser la vapeur face au narratif victimaire et retentissant sur les génocides du Rwanda et qui étouffe finalement, ou alors qui est comme un crime qui cache finalement un plus grand et qui étouffe les crimes du Congo, beaucoup plus grands que d'ailleurs les génocides du Rwanda, parce que face aux 800 000 morts officiellement du génocide du Rwanda, les 10 millions de Congolais, il n'y a pas de commune mesure. Alors, vu que ce narratif victimaire des Tutsis, notamment, a déjà gagné du terrain, et qu'aujourd'hui, même quand vous parlez, bon, vous rappelez peut-être Charles, comme on échange bien souvent, je vous ai parlé un jour d'un exposé que j'allais présenter dans une réunion d'Amnesty International de la Croix-Rouge, ici à Lyon. Mais quand vous rencontrez ces gens, même dans des associations dites de droits de l'homme, ils sont tellement imbus de ces discours officiels sur les génocides du Rwanda qu'ils ne vous écoutent même pas. Ils ne regardent même pas l'ouvrage, certains. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour les Congolais aujourd'hui de renverser la vapeur pour que la voix des victimes du Congo soit aussi entendue? C'est ma première préoccupation. Et comment on peut y arriver? Alors, la deuxième, c'est le sous-titre de votre ouvrage, La phrase complice. J'ai parcouru, enfin, j'ai lu entièrement l'ouvrage et alors, une question me préoccupe. Je me demande, en fait, d'après vous, quel pouvait être l'intérêt de la France de laisser faire l'occupation du Congo, l'évasion du Congo en 1996-97, alors que la France avait des intérêts énormes et que c'est d'ailleurs cette évasion du Congo que la France a pratiquement perdu les pédales en Afrique centrale et qu'elle a signé à peu près la fin de la France-Afrique. Mais pourquoi elle n'a pas eu le courage de tenir tête à Washington? Donc Chirac n'a pas pu s'opposer à Clinton pour arriver à peser dans la balance à l'époque et éviter éventuellement ce qui est arrivé. Voilà mes deux petites questions. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et en tout cas, pour ce qui est de savoir si on peut renverser la vapeur, je pense que, ou renverser la tendance, je ne crois pas que les Congolais doivent être préoccupés de vouloir renverser la tendance. Ce que les Congolais ont probablement à faire de mieux, c'est de faire entendre leur souffrance par tous les moyens. Quand je dis par tous les moyens, c'est quand vous voulez faire entendre votre voix, vous utilisez les moyens qui sont à votre disposition. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller battre les gens pour qu'on vous écoute. Non, parce que la souffrance, c'est de la montrer. Il faut montrer la souffrance du peuple congolais. Il faut montrer les victimes du peuple congolais. Il faut tout faire pour que les gens puissent vous écouter, vous entendre. Et là-dessus, il y a énormément de possibilités. Ce livre est une possibilité. Moi, je me souviens quand on travaillait avec l'éditeur insistait sur le fait que quand vous parlez de l'Holocauste au Congo, mais si vous n'avez pas d'image, eh bien, les gens ne vont pas vous croire. Mais quand on a produit les images des victimes de Béni,
les gens ont pris conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait au Congo. Et la question qu'on nous posait, qu'on m'a posée, moi particulièrement, à plusieurs reprises, c'est, mais monsieur Nana, mais ces images sont graves. Mais je leur disais, mais ce qu'on a montré, ce n'est pas les images, ce ne sont pas les images les plus graves de Béni et d'autres régions du Congo et d'autres régions à l'est du Congo. On a pris les images qui étaient à peu près montrables, mais que moi, je reçois des images quasiment quotidiennement de la situation qui se déroule sur l'ensemble de la situation à l'est du Congo, mais qu'on ne peut pas les montrer. Parce que si on les montre, il y a beaucoup de gens qui ne liront même pas le livre, tellement les images sont dramatiques. Donc, je pense que il est fort possible de faire entendre la voix du Congo. Ce livre déjà est déjà un début pour beaucoup de gens. Bon, essaye de son côté de faire entendre également la souffrance des femmes et les viols dont les femmes sont victimes à l'est du Congo. Le président Tshisekedi dernièrement a demandé de rompre les liens avec le M23. Des gens comme Monsieur Fayoulou à l'époque ou Monsieur Mouzito avaient commencé à dénoncer le rôle du Rwanda, etc. Je pense que ces voix sont importantes, mais elles sont encore faibles. Il faut amplifier tous les Congolais. Moi, je dis toujours tous les Congolais, d'où qu'ils sont, que ce soit ceux de l'Ouest, ceux du Sud, du Nord, du Centre. Ils doivent tous se mobiliser pour que les Congolais, la souveraineté du Congo soit assurée, protégée, et pour que le peuple congolais soit protégé. On ne peut plus laisser ce qui se passe au Congo se passer sous prétexte qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils ne doivent pas écouter le Congo ou que non. Maintenant, les Congolais doivent se battre par tous les moyens, comme je le dis, pour faire entendre leur souffrance. Écoutez, quand quelqu'un vient vous agresser chez vous, ou quand des gens viennent vous entrent dans votre maison sans autorisation, mais vous n'avez pas besoin de l'aide de quiconque pour pouvoir le pousser à sortir de chez vous. Vous utilisez les moyens qui sont à votre disposition pour le faire sortir de chez vous. Et s'il veut exterminer vos populations, mais là, vous essayez encore une fois de faire de plus. Qu'est-ce que peuvent faire quelques centaines quel est le poids que pèsent quelques centaines de miliciens face à des millions, à plus de 80 millions ou près de 100 millions de Congolais? Qu'est-ce que ces gens pèsent devant quelques... Alors, donc, je pense qu'à un moment donné, les Congolais doivent avoir confiance en leur capacité. Le Congo a été une très grande référence en Afrique pendant un certain nombre d'années. L'image de Lumumba a parcouru l'ensemble de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, les gens considèrent quand même, beaucoup de gens, enfin, ceux qui ont une certaine connaissance de l'histoire, ils savent que le Congo a été un pays où les gens ont combattu, ont lutté contre la violence. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui qu'on soit incapable, que les Congolais soient incapables de lutter contre la violence? Il n'y a absolument rien qui peut le prouver. Sauf ceux qui veulent faire croire aux Congolais qu'en ne parlant pas, ça règle le problème. Non, c'est le fait justement de considérer que le long silence n'a pas apporté de résultats. Toutes les négociations qui ont été faites n'ont apporté aucun résultat. Il faut maintenant que les Congolais sortent de cette logique et adoptent d'autres stratégies qui vont les amener à non seulement à faire respecter leur mort, mais à en faire entendre leur souffrance. Sur le deuxième point qui concerne l'attitude de la France et notamment du président Chirac à l'époque, eh bien, je pense que après avoir affronté effectivement la question irakienne et tout ça, on s'est retrouvé dans une période où effectivement le président Chirac ne voulait pas avoir plus d'affrontements avec les États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, c'est lorsque le ministre de la Défense qui fait la préface du livre m'a expliqué que lui, il avait perçu que si effectivement on laissait le Rwanda faire ce qu'ils étaient en train de vouloir faire avec l'Ouganda contre le Congo, eh bien, ça allait provoquer un drame, non seulement à l'intérieur du Congo, mais dans toute la sous-région. Et il m'a dit, on s'est mobilisé pour empêcher cela. Et c'est le président Clinton qui a
téléphoné au président Chirac pour lui dire de ne pas s'opposer à quoi que ce soit. Donc là, vous posez une question qui relève tout simplement du courage des individus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des individus, comme le général de Gaulle, qui peuvent prendre à un moment donné des décisions face à la situation dans laquelle se trouve son pays en 1940. Bon, là, ce n'étaient pas les Français qui étaient directement attaqués, mais on s'est retrouvé devant une situation où le président Chirac a considéré peut-être que si on laissait les Américains gagner cette première partie, peut-être qu'après, ils viendront négocier, etc. Sauf qu'ils ont mené une guerre qui avait vocation à tenir les Français définitivement hors de ce territoire, mais aussi et surtout le fait que lorsque le président Laurent-Désiré Kabila a décidé, lui, de résister à cette situation, eh bien, on n'a rien fait d'autre que de chercher à l'assassiner. Et ceux qui avaient vocation à déstabiliser le Congo ont assassiné le président Laurent-Désiré Kabila. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, pour moi, le testament du président Laurent-Désiré Kabila, notamment avec la conférence de Bruxelles, c'est quelque chose de très important dont les Congolais doivent aujourd'hui s'approprier pour continuer à mener leur bataille contre les occupants et contre surtout ceux qui viennent commettre des crimes contre l'humanité dans leur pays. Voilà, on va passer, normalement, on devrait aller chez le monsieur, il n'y a pas de nom qui est en chemise verte, mais comme il y a nos amis de BNI qui lèvent la main, on va leur donner priorité et puis on revient sur ceux qui sont, voilà, ceux qui sont seuls. On va dans la salle pour prendre une question. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Rigobert Massinga, journaliste et étudiant. En fait, merci beaucoup pour l'exposé, Charles Nana. Alors, je voulais savoir une chose. Vous avez fait vos recherches, surtout sur ce qui est en train de se passer au Congo, particulièrement à Béni. Je vais exactement comprendre si vos recherches ont été directes ou indirectes. Directes, déjà, vous avez été ici au Congo, vous avez été en contact avec d'autres personnes qui vivent au Congo. Et si ça a été indirect, qu'est-ce qui fait croire que les données n'ont pas été peut-être données? Merci. Deuxième question. Voilà, pour juste faire préciser cette question, monsieur voudrait savoir si Charles Onana a mené des recherches directes ou indirectes. Bon, pour des recherches directes, si tel est le cas, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si c'est indirect, qu'est-ce qui garantit que les données qu'on lui a communiquées ou les informations qu'on lui a communiquées n'ont pas été trafiquées? Bien que je sais qu'un scientifique, normalement, fait une double vérification des informations qu'on lui communique. Mais comment se protégeait-il d'une éventuelle manipulation? Voilà le sens un peu de la question. Une deuxième question, comme ça, il va répondre d'un coup. Merci pour la parole. C'est Jean-Claude Sengue. En fait, j'aimerais remercier le conférencier du jour pour l'exposé. Il a dit 5 ans de ça, la réalité. Ma préoccupation est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des livres, des fichiers, pour que l'on puisse entrer à fond, pour qu'on puisse trouver les contenus de l'ouvrage et que l'on puisse laisser à fond le problème qui nous inquiète. Voilà, on va laisser M. Onana répondre déjà à cette série-là. Je n'ai pas bien compris la deuxième question. Il n'a pas bien compris la deuxième question, qu'il reformule très rapidement. Le son était légèrement entrecoupé. Alors, il voulait savoir comment est-ce qu'on peut trouver les livres pour les fichiers, pour exploiter un peu ce qui se trouve dans les livres. Ah oui, comment on peut trouver les livres pour voilà, pouvoir mettre en pratique ce qu'il y a dans les livres, disons, exploiter ce qu'il y a dans les livres. Une troisième question? Oui, il y a une dernière. Monsieur,
Onana Charles. Merci pour l'exposé. Je suis M. Luc Junior, je suis activiste à Béni. Je voudrais savoir comment est votre analyse par rapport au massacre qui se passe à Béni, que vous pouvez lier avec l'invasion rwandaise en République démocratique du Congo. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, je voudrais savoir quelle peut être aujourd'hui l'attitude de la population de Béni qui continue à être tuée, massacrée, et quelle peut être leur attitude à prendre face à ces massacres, et quel est l'intérêt de la communauté internationale dans l'évasion, dans les tueries au niveau de la République démocratique du Congo, spécialement à l'Est. Merci. Donc, la première question, c'était quelle analyse M. Onana fait des massacres, notamment à Béni. Deuxième sous-question, c'était comment M. Onana analyse-t-il ou relie-t-il l'invasion rwandaise au massacre qui est à Béni? Et la troisième question, c'est il voulait savoir quel intérêt la communauté internationale a à laisser ce qui se passe au Congo, en fait. Oui, très bien. Bon, écoutez, sur la première question concernant les recherches, ben, vous savez, bon, si j'ai bien compris, le premier intervenant, il est journaliste lui-même. Donc, quand un journaliste mène des recherches, vous avez des recherches qui peuvent être directes ou indirectes, mais tout dépend de la nature du sujet que vous, sur lequel vous travaillez. Le dossier du Congo, ce n'est pas parce qu'on va regarder précisément les massacres à tel ou tel endroit qu'on va comprendre ce qui s'y passe. Hein. Bon, encore faut-il qu'on puisse accéder à certaines zones où se déroulent les massacres, puisque vous aurez remarqué que même les populations de l'Est du Congo, parfois sont obligées de fuir les lieux où on commet les massacres pour aller se cacher ailleurs, ou d'autres qui vont retrouver leur famille, une partie de leur famille à Kinshasa pour se protéger effectivement de la situation. Donc, moi, je suis plutôt politologue de formation et là-dedans, j'ai eu, quand vous dites recherche directe, les recherches directes, c'est pas nécessairement, les recherches directes ne sont pas nécessairement celles que vous vivez vous personnellement. Encore que parfois, même quand on vit des recherches directes, on peut mal voir ou on peut être trompé par sa propre sensibilité ou aussi par ses propres émotions. Donc, j'ai essayé de prendre de la distance avec tout ça. J'ai eu des recherches directes qui ont été faites avec les victimes de l'Est du Congo directement, c'est-à-dire des personnes qui ont été victimes de massacres et des femmes qui ont été victimes de viols. Je les ai eues directement, qui m'ont expliqué, parlé de leur expérience. J'ai eu des témoignages de responsables politiques de l'Est du Congo, mais bien entendu des autorités congolaises également. J'ai eu des contacts avec des organisations congolaises qui s'occupent des victimes du Congo. J'ai eu aussi des documents, pas mal de documents qui relatent ce qui se passe au Congo. Et puis, j'ai eu des documents qu'on n'expose pas aux Congolais, qu'on ne dit à personne, qu'on ne montre à personne, et qui parlent des choses qui se passent au Congo sans que l'on soit, sauf ceux qui ont fait ces rapports-là, qui savent exactement ce qui s'y trouve. Donc, j'ai utilisé toutes les méthodes de recherche, que ce soit documentaire, le témoignage direct. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai les lettres de Monseigneur Monsirois, j'ai accumulé beaucoup d'éléments depuis plus de 20 ans. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui se sont levés un matin pour commencer à travailler sur le Congo. Ça fait plus de 25 ans que je travaille. Je suis très familier de ce qui s'y passe et il est difficile qu'on me raconte des histoires sur le Congo.
Donc, j'ai donc fait toutes ces recherches-là qui m'ont permis, effectivement, à partir de plusieurs sources, des sources variées, diverses, qui m'ont permis, effectivement, de tirer un certain nombre de choses au clair. La deuxième chose concernant les livres, bon, vous voyez, là, effectivement, ça fait partie de l'une des questions que me posait Jean-Paul tout à l'heure, mais qui fait partie des questions que me posent beaucoup de Congolais qui veulent avoir accès aux livres au Congo. Et ça, je pense que c'est aux Congolais de se mobiliser. Ceux qui ont la possibilité d'avoir le livre facilement, qu'ils aident ceux qui ne peuvent pas à l'avoir aussi facilement. Là où vous avez des autorités qui sont congolaises, qui sont disposées à permettre l'accès aux livres, mais vous saisissez ces autorités congolaises-là pour leur demander de vous permettre d'accéder aux livres. Donc, utilisez toutes les voies qui sont à votre disposition pour essayer d'avoir accès aux livres. Et je comprends très bien pourquoi les gens s'efforcent à ce que les Congolais n'aient pas accès à ces livres, probablement parce que beaucoup de gens ne sont pas en position confortable avec ce qui est dit dedans. La relation entre les massacres, les massacres et l'invasion rwandaise. Mais évidemment que la première fois où j'ai commencé à parler de l'invasion rwandaise et des massacres au Congo, ça date de 2002, lorsque j'ai publié mon tout premier livre sur le Rwanda, qui était intitulé Kagame et la guerre des diamants en RDC au Congo. Mais j'avais l'impression que les gens ne se rendaient pas compte que les massacres qui commençaient à intervenir au Congo et la position rwandaise étaient liées. C'est-à-dire qu'on a toujours vu les choses comme si ce qui s'était passé au Rwanda, c'était au Rwanda, et ce qui se passe au Congo, c'est au Congo. Non. Et vous avez suivi dernièrement Paul Kagame qui revendique des terres maintenant au Congo, alors que pendant de très nombreuses années, il nous disait que il fallait lutter contre les dangereux interamoués qui se trouvaient sur le territoire congolais, et que ce sont ces gens qui pouvaient expliquer ou justifier son intervention sur le territoire congolais. Mais dernièrement, on a vu que la position a changé. Il ne nous parle plus d'interamoués, mais il parle plutôt des revendications historiques que le Rwanda aurait sur le territoire congolais. Donc, l'invasion du Rwanda était à l'est du Congo, je l'explique assez clairement dans le livre, était programmée de longue date. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est que la logique implacable de ceux qui ont mis Kagame au pouvoir voulaient faire au Congo. Et donc, Kagame s'est révélé être, au fil des années, celui qui représentait un peu mieux les intérêts des puissances qui avaient vocation à s'emparer des ressources minières du Congo. Alors, s'agissant de l'attitude de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en RDC, quel est l'intérêt? Mais écoutez, la communauté internationale, ou ce qu'on qualifie sous ce vocable, dès lors où ils ont considéré, ou certains considèrent au sein de cette communauté internationale que Kagame est un homme bien, un homme qui développe bien le Rwanda, un homme qui est bien pour la stabilité de la région, eh bien, ils ne voient pas en quoi est-ce que ils ne verraient pas, même si ils ne sont pas très joyeux de l'attitude de Kagame, mais en réel politique, s'ils considèrent que leurs intérêts sont bien défendus par Kagame, eh bien, ils vont laisser Kagame faire ce qu'il a envie de faire au Congo. Et là, encore une fois de plus, c'est aux Congolais de se mobiliser pour changer cette situation et de travailler d'arrache-pied. Quand je vous dis d'arrache-pied, c'est vraiment pratiquement nuit et jour pour que non seulement le pays ne soit pas perdu, mais c'est aussi pour que les populations congolaises ne puissent pas continuer à vivre ce calvaire-là qui dure maintenant quand même depuis 30 ans. Voilà, donc on va reprendre maintenant le monsieur parce qu'il n'y avait pas de nom, il était en chemise verte. Bon, bien, je ne le vois pas. Merci beaucoup. Ah, ok, là c'est bon. C'est Blaise Batondoli. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est Blaise Batondoli. Je suis connecté à partir de Brazzaville. Merci, Blaise. Ouais, je voudrais remercier
Onana pour toutes ces publications, les livres, très, très intéressants, et pour les informations, peut-être ignorées par beaucoup de Congolais, mais que lui est venu mettre à jour et qui nous aide à voir comment nous pouvons faire. Je crois que les grandes de mes préoccupations sont déjà répondues dans les questions précédentes. Ça ne vaut pas la peine d'y revenir pour ne pas perdre beaucoup de temps. En fait, il s'agissait, je voulais demander à Onana quel conseil donner à la jeunesse congolaise aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé actuellement. Je suis satisfait de la réponse selon laquelle les Congolais doivent se faire attendre. Les jeunes Congolais doivent lever les voix par tout moyen disponible, tout moyen à la disposition. Je crois que cela pourra peut-être nous aider à voir comment nous faire attendre aussi à tous les niveaux. Je crois que c'est la meilleure des choses, même ce qui se passe dans les pays. Je me rappelle une fois. Oui, je me rappelle une fois quand j'étais sur place à Beni, où quelques 5 personnes qui sont venues massacrer dans tous les quartiers, mais il a fallu 5 personnes qui viennent avec des machettes. Je pense que 15 hommes dans le quartier, 15 jeunes peuvent se mettre debout pour affronter ces gens-là et les attraper et puis aller de l'avant. Donc, essayer d'éloigner la politique de la peur. La deuxième préoccupation, en fait, elle était déjà répondue par rapport à la communauté internationale, mais je vais essayer de demander à Onana, dans vos études, qu'est-ce que vous pensez exactement qui puisse être à la base de ces grands silences de la part de la communauté internationale, de la part des grands médias, les médias internationaux? Pourquoi ce silence? Pourquoi cet événement n'est pas aussi médiatisé que ce qui s'est je peux dire pseudo passé au Rwanda dont on parle? On ne dit pas que quelque chose n'était pas mauvais au Rwanda, c'était mauvais. Mais la façon dont ça a été médiatisé, dans vos recherches, vous pensez que ce qui se passe au Congo n'est pas aussi médiatisé que ce qui a été fait au Rwanda? Quelle peut être la vraie raison par rapport à ça? Et qu'est-ce qui explique réellement les grands silences de la part de la communauté internationale? Merci, M. Batondoli. Nous allons prendre en même temps la question de Madame Marie-Sylvie Donja au Kakou en Belgique. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Charles. Et merci beaucoup à Charles pour cet ouvrage et pour tout ce qu'il fait pour le Congo. Cet ouvrage est comme une lanterne de plus sur notre combat. Je suis Marie-Sylvie, secrétaire nationale exécutive de la PARECO. Ma préoccupation est que je me suis procuré le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. En même temps, je me suis aussi procuré le livre de Assassins sans frontières de Michael Rong. Ce qui saute aux yeux, parce que je suis en train de lire ces 2 livres-là simultanément. Ça me fait plaisir de les lire simultanément. Mais je constate que Assassins sans frontières est en train de mettre en exergue le génocide rwandais a été connu, a été décrété. Mais au Congo, en République démocratique du Congo, ça continue, les massacres, l'Holocauste continue. Comme mon compatriote vient de dire, maintenant, personne n'en parle. Et j'ai appris, je ne sais pas si c'est encore au conditionnel, que Michael Rong est attendu au Congo pour présenter son livre. Ce que vous, Charles Onana, vous ne pouvez pas faire vu votre sécurité. Pourquoi, qu'est-ce que vous pensez? J'ai l'impression qu'il y a eu 2 poids et 2 mesures par rapport à ça. Elle peut aller présenter son livre là en toute sécurité, mais pas vous. Pourtant, vous parlez du Congo. Et voilà, ça c'est avec votre œil d'écrivain. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner à nous, Congolais, pour que nous puissions réagir à ça? Qu'est-ce que vous attendez que nous puissions faire? Vous avez déjà beaucoup fait, mais dites-nous ce que vous voulez que nous puissions faire pour soutenir votre démarche. Merci, c'était ça ma question. Voilà, on va prendre cette série-là et puis on prendra, juste après sa réponse, on prendra une nouvelle série, on va commencer en Europe et on finira dans la salle. Quand je dis on finira la série, hein? On ne finira pas, on est encore là. Alors, on va laisser M. Onana répondre à cette série de questions. Alors, sur la question concernant ce qui explique le silence
autour du drame congolais, en relation d'ailleurs avec le Rwanda, c'est que, en fait, l'explication est quasiment simple. Hein. C'est que ceux qui ont prétendu ou ont affirmé ou ont expliqué qu'ils avaient été victimes d'un génocide au Rwanda en 1994, je parle de Kagame et de son régime, sont ceux qui ont traversé la frontière pour venir exterminer les Congolais chez eux qui ne leur ont jamais rien fait. Donc, quand on est en face de ce genre de situation, ceux qui ont soutenu Kagame et son régime en 1994 sont très embarrassés aujourd'hui de constater que ce sont ces gens-là qui sont en train de venir exterminer les Congolais chez eux, qui ont accueilli les Tutsis et les Hutus dans leur guerre au Rwanda. Chaque fois qu'il y a eu guerre au Rwanda et que les gens ont fui, que ce soit des Hutus ou des Tutsis, ils ont été accueillis au Congo. Et maintenant, ceux qui, en 1994, disent avoir été victimes d'un génocide, ce sont ces gens-là qui traversent la frontière, venir agresser ceux qui ont toujours protégé leurs parents et qui ont toujours protégé leurs amis. Donc, on ne comprend pas, il n'y a aucune pression vis-à-vis des Congolais sur le massacre des Congolais, sur les viols des femmes congolaises par les troupes Tutsis de Paul Kagame venus du Rwanda. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Et comme on ne peut pas expliquer cela, eh bien, on préfère se taire. Et tous ceux qui ont soutenu Kagame ne peuvent pas affronter les Congolais avec leurs millions de morts et leurs centaines de milliers de femmes violées. Ils ne peuvent pas affronter les Congolais. Parce que c'est une réalité. Et donc, les Congolais se trouvent donc dans une situation où ils sont doublement victimes. C'est-à-dire qu'ils sont victimes de cette violence et de cette barbarie, de cet holocauste, et ils sont victimes du silence. Donc, ça me permet de répondre de façon indirecte à la question, à la seconde question, c'est sur les conseils. Mais en réalité, moi, je n'ai pas de conseils à donner aux Congolais. Mes frères et amis congolais sont très intelligents. Je pense tout simplement que, comme je l'ai dit en début, il faut faire entendre la voix du Congo. Si ce livre-là est une arme que vous trouvez utile, mais faites tout d'abord pour que les Congolais aient cette arme-là entre les mains et faites tout pour que ceux qui ne veulent pas entendre parler du Congo, ils aient aussi cette arme. Mais vous avez beaucoup de gens en Occident qui ont envie d'aider le Congo. Dites-leur d'acheter ce livre pour aider les Congolais à l'avoir. Parce que, et pas seulement les Congolais, mais d'autres personnes qui seraient intéressées à aider le Congo pour qu'ils aient ce livre-là. Parce que ça va non seulement permettre aux Congolais, tout le monde sait de toutes les façons que moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt au Congo. Je ne suis ni avec les politiques congolais, ni avec les régimes, quels qu'ils soient. J'ai toujours défendu la souveraineté du peuple du Congo et la sécurité du peuple congolais. Ça a toujours été mes deux grands axes dans ce travail-là. Donc, il est aujourd'hui important de savoir qu'on ne peut pas accepter que ce qui est fait au peuple congolais continue. Enough is enough, comme disent les Anglais. Oh, c'est trop, on ne peut pas continuer dans cette logique. Les populations du Congo ne sont pas venues sur Terre pour être exterminées. Donc, ceux qui ont envie d'exterminer les gens, s'ils sont passionnés d'extermination, qu'ils rentrent chez eux au Rwanda exterminer leur population. Parce que là-bas, ils ont pris l'habitude de faire des exterminations. Les Congolais ne leur ont rien fait, ils ne les ont pas agressés, ils n'ont pas traversé la frontière pour attaquer leur territoire, ils n'ont pas voulu un changement de régime au Congo, ils n'ont jamais envoyé un chef d'état-major de l'armée congolaise au sein de l'armée rwandaise. Donc, qu'ils rentrent au Rwanda, s'occuper des Rwandais et faire ce qu'ils ont à faire chez eux. Et donc, ça, c'est effectivement ce que les Congolais doivent faire. Donc, il faut qu'ils se mobilisent pour que ce livre-là, il puisse être reçu par les Congolais et que les amis du Congo puissent l'avoir.
Parce que si ça peut être une arme, eh bien, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas se priver d'utiliser ces termes-là pour avancer, pour faire avancer le débat sur le Congo et pour faire entendre la voix du Congo. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais aujourd'hui, je crois que puisqu'on parle de ça, eh bien, là, les photos que l'on voit, qui sont publiées dans le livre. Moi, j'ai vu des gens, que ce soit des Occidentaux, qui ne connaissaient pas du tout la tragédie du Congo. Quand ils ont seulement vu les photos, mais pour eux, c'était déjà suffisant pour s'indigner et se révolter. Comment on peut massacrer les populations à ce point et les gens ne disent rien. Donc, vous voyez, ça signifie que quelque part, on fait avancer les choses beaucoup plus rapidement qu'on ne peut l'imaginer. Et c'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'on fait tout pour que le livre ne soit pas accessible aux Congolais en République démocratique du Congo. Il y avait une question sur les 2 poids 2 mesures par rapport à Madame Rong. Moi, je ne sais pas ce qui se passe autour de Madame Rong et moi, je n'ai pas envie de m'intéresser à ça. Bon, Madame Michaela Rong, c'est une auteure britannique qui a fait son travail sur le Rwanda. Je pense qu'il explique effectivement les crimes que le FPA a commis contre ses opposants rwandais. Je pense que globalement, c'est autour de ça que tourne le travail. Moi, je l'ai cité dans mon travail sans aucune difficulté parce que intellectuellement, je suis toujours intellectuellement honnête vis-à-vis de gens qui travaillent sur la région des Grands Lacs. Donc, moi, je l'ai cité, je n'ai pas eu de problème pour la citer dans mon travail. Donc, je pense qu'il appartient aux Congolais de travailler pour que, effectivement, la vérité sur la tragédie congolaise soit connue et soit connue de tous. On va donner la parole à Madame Lydine Koussou en France. Elle sera suivie par Monsieur Vicky Malenguera. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Onana. Déjà, je me permets de vous remercier pour tout ce que vous écrivez sur la tragédie du Congo. Et je vous félicite et je vous remercie. Et ce qui me fait mal, c'est que vous êtes Camerounais. Pourquoi il n'y a pas un Congolais qui écrit tout ce que vous écrivez? Bon, ça, c'est qu'une parenthèse. Alors, pour la question de la communauté internationale, moi, je crois qu'il faut qu'on revienne en 1884, quand il y a eu la conférence dite de Berlin. Il y avait déjà la communauté internationale à ce moment-là. Il y a eu 14 pays qui se sont retrouvés et cette conférence, c'était uniquement pour décider pour décider de la création de l'État indépendant du Congo pour pas qu'il y ait justement des frictions entre ces nations et qui puissent se servir des richesses déjà de l'époque du Congo et considérer l'État indépendant du Congo comme une zone de libre-échange. Ça, c'est parti de là, d'accord? Et ça expliquerait, à mon avis, un peu l'omerta, la chape de plomb qui se retrouve aujourd'hui. Tout le monde dit quid de la communauté internationale. Mais la communauté internationale s'est déjà imposée il y a plus d'un siècle. Ils ont déjà décidé de ce qu'ils allaient faire de l'État indépendant du Congo. Comment voulez-vous qu'ils se dédisent? Eux, ce qu'ils veulent, c'est se servir des richesses du Congo. Paul Kagame se retrouve là. Pour moi, Paul Kagame, c'est un alibi. On aurait pu avoir un Paul Kagame qui vient de l'Ouganda, du Cameroun, de la Zambie. Il était là au bon moment pour lui et au mauvais moment pour les Congolais. Donc, il s'est retrouvé là, c'est un alibi, parce qu'à un moment donné, je crois, de mémoire, à l'époque de Mobutu, la communauté internationale ne pouvait pas utiliser les matières premières du Congo comme bon leur semblait. Donc, il fallait quand même enlever ces verrous de Mobutu. On l'a fait partir et ils avaient déjà commencé à fomenter un coup pour envahir la RDC. Donc, maintenant, je crois que c'est toujours l'éternelle question. Je crois qu'il faudrait absolument que les Congolais
Déjà, quand on parle au Congolais, vous parlez de 30 ans, mais c'est horrible. Vous savez, toujours à M. Maïzo, j'ai du mal à suivre toutes ces émissions parce que ça me prend aux tripes. Je ne peux pas entendre ce que j'entends sur le Congo ou voir. Donc, c'est au bout de 30 ans, quand même, les gars, quoi, c'est 30 ans. 30 ans qu'on viole, on massacre. Déjà pour le génocide contemporain. Je ne parle pas des mains coupées à l'époque de Léopold Ier ou je ne sais plus quel Léopold. Je ne parle pas de ça. Mais de maintenant, on en est à 30 ans. Et c'est maintenant, vous l'avez dit, que ça commence à faire bouger les lignes. 30 ans, c'est désespérant. C'est vraiment désespérant ce qui se passe. Et il faudrait que le Congolais, l'homme noir en général, arrive à se détacher de ces chaînes, quoi. Parce que tant qu'il y aura le chaos à l'Est, ça profite à la communauté dite internationale pour se servir. C'est un peu ce qui se passe au Mali, dans le Sahel. Tant qu'il y a des rebelles, ça permet aux gens de piller. Donc, ne pensez pas que ça va pas venir, ils vont pas jouer aux pompiers pyromanes pour étouffer, éteindre le feu de l'incendie qu'eux-mêmes ont créé. Donc, moi, quand on me parle de la communauté internationale, ça m'énerve. L'origine de l'État indépendant, c'est la communauté internationale, de l'État indépendant du Congo. Et il faudrait que les Congolais eux-mêmes arrivent à se bouger. Quand je demande aux Congolais de Kinshasa, est-ce que le pays est occupé? Ils sont incapables de me répondre. C'est des jeunes. Ils sont incapables de me répondre. Quand je parle, j'entends les Congolais de Brazza parler du Congo RDC. Des intellectuels, hein, des docteurs en ceci, des avocats. Ils n'arrivent pas, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo. Ils n'ont pas la bonne lecture. Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, Congolais, nous n'arrivons pas à faire connaître vraiment ce qui se passe chez nous. Et pour finir, je ne vais pas être trop longue, et pour finir, je crois que le talon d'Achille de la communauté internationale, c'est l'opinion publique, c'est leur opinion publique. Il faut toucher le plus grand masse. Mettez les photos qui choquent, quitte à ce qu'on censure. Et quand ce sera censuré, comme avec Samuel, c'est là où ça va commencer à circuler sous le manteau et que les gens vont comprendre. Il faut vraiment toucher l'opinion grand intellectuelle. Hein. Il est au courant de tout. Mais il n'y a que 6 mois que je lui ai parlé du drame qui se passait au Congo. Il m'a dit, ah ben non, je n'étais pas au courant. Voilà, et je m'arrête là. Merci, Madame Koussou. C'était plutôt une réaction. Alors, on va prendre Blaise, non, plutôt Monsieur Vicky Malenguera. Et Monsieur Onana va répondre juste après. Bon, je crois que Vicky Malenguera nous a fait faux bon. On va laisser Monsieur Onana répondre. Et on va voir s'il y a d'autres questions dans la salle. Bon, écoutez, je remercie beaucoup Lydie pour sa réflexion. Je crois que quand je vous disais tout à l'heure que la situation est difficile, mais parce que en fait, le climat de terreur qu'on a installé au Congo et dans l'esprit des Congolais a fait, et c'est pas simplement, c'est-à-dire que c'est le Congo, mais si c'était un autre pays qui était dans cette situation-là, vous verrez à peu près les mêmes paramètres. Le but, c'est que les gens soient suffisamment intimidés pour qu'ils n'osent pas réagir, qu'ils soient suffisamment apeurés pour ne même pas avoir envie de pleurer de leur propre souffrance. Et moins ils ont envie de pleurer, moins ils ont envie de s'exprimer, plus les bourreaux jubilent de leur action macabre. Donc, pour sortir de ce cercle infernal, il n'y a pas 46 solutions. C'est les solutions qui ont déjà fait leur preuve hein, dans l'humanité. C'est de briser le silence. C'est de briser le silence. Et le problème aujourd'hui, c'est que
il y a plusieurs façons de briser le silence. Et je crois, et c'est pas pour prêcher pour ma chapelle, j'ai toujours dit, moi j'ai fait depuis plusieurs années, quand j'avais édité le livre préfacé le livre de M. Ngwanda, il y avait des gens qui disaient, oui, mais pourquoi M. Nana, vous faites ça, etc. C'est M. Terminator et tout ça. Mais j'ai expliqué simplement, écoutez, vous avez un Congolais qui a été à des postes de responsabilité importants dans son pays, même si vous êtes en désaccord avec lui, il est important que lui nous dise ce que lui il sait de ce qui s'est passé. Et au moins ça, il va nous léguer ça à la postérité. Donc moi, je suis content de voir aujourd'hui que beaucoup de gens se réfèrent au texte de M. Ngwanda pour pouvoir parler ou expliquer ce qui se passe au Congo. Donc si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas cette base documentaire. Et il y a d'autres aussi, comme Patrick Beko, etc., Kerwin Maïzo lui-même, qui font un effort colossal pour expliquer aux choses, même ce qui se passe. Donc, on n'est plus dans la situation dans laquelle on pouvait considérer qu'on est désarmé. Mais maintenant, comment on utilise les armes qu'on a? Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand Lydie parle effectivement de son conjoint qui c'est justement, il faut essayer de voir comment lui, à travers le livre qu'il a lu et ce qu'il a découvert, comment il peut acheter ce livre-là et aider ses amis qui s'intéressent au Congo à comprendre ce que vivent les Congolais. Vous savez, on utilise une arme de plusieurs manières. Moi, je me souviens à l'époque que quand je parlais des questions de l'attentat, etc., il y avait des gens, d'autres Rwandais qui me disaient, mais nous, on ne nous écoute pas quand on dit que nous, on est innocents. Je leur disais, mais écoutez, aidez les gens qui veulent vous aider à lire et à comprendre. Comme ça, vous allez moins vous fatiguer à venir leur expliquer constamment ce qui se passe chez vous. Alors que quand ils lisent, quand quelqu'un lit tout seul, ou quand il écoute une émission tout seul dans son bureau ou dans sa chambre, etc., mais il se passe des choses dans sa tête. Et c'est à ce moment-là, et c'est comme ça aussi qu'on peut gagner le combat, et qu'on peut, depuis que le livre est sorti, moi je vois beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui me disent, moi je ne savais rien du Congo, mais là vraiment j'ai envie de faire quelque chose pour les Congolais. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce genre de réaction. Mais quand vous avez ça, vous vous dites, on a gagné quand même quelque chose. On a obtenu quelque chose. Et c'est ce combat qui semble être un combat de fourmis, pas facile, parce qu'on n'est pas aidé par les médias de masse. Ben, c'est petit à petit comme ça qu'on grignote du terrain et qu'on peut arriver effectivement à mobiliser davantage les gens. La communauté, mais je veux vous dire, il ne faut pas être fataliste. Hein. Moi, j'ai eu 46 fois, 150 fois la possibilité de me décourager sur ce qui se passe au Congo parce que beaucoup de mes amis congolais me disaient, ah Charles, pourquoi tu continues à travailler? Tu vois que les Congolais, ils sont en train de danser. Ils ne s'intéressent pas à ce que tu écris. Moi, je faisais des conférences dans des salles, il y avait 3 personnes. Et les gens me disaient, mais s'il y avait Koffi Olomide ou je ne sais pas qui là, le truc serait plein. Je dis, mais oui, mais moi, je n'ai pas la notoriété Koffi Olomide. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce combat n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Et je dirais même que c'est un combat que les Congolais peuvent gagner, mais beaucoup plus facilement que tout. Mais il faut y croire et y aller. Voilà. Monsieur Vicky Malenguera, que nos amis qui sont dans la salle se préparent. La prochaine série de questions sera la leur. Vicky Malenguera, veuillez ouvrir votre micro. Bon. Pendant qu'ils se préparent, on va aller dans la salle. Bon, je crois qu'ils ont un souci. Moi, j'en profite pour meubler. J'ai posé une question à M. Onana. Il y a un procès qui vous a été intenté par la Fédération internationale des droits de l'homme. Le procès, c'est quand? Il y a un GoFundMe qui circule. Est-ce que vous êtes au courant ou c'est un GoFundMe que vous ne connaissez pas? Et que pouvons-nous faire, je dis nous, les Congolais, pour vous venir en aide? Je sais que ce genre de procès, ça demande des sommes colossales.
Ça, c'était une question pour Meblé. Vous y répondrez quand vous aurez le temps. Il y a la salle, dans la salle, comme on n'a pas pu avoir M. Vicky Malinguera qui a levé la main depuis longtemps, on va prendre une série de questions dans la salle. Et merci. Moi, c'est Parfait Agenonga, étudiant à l'Université du Congo. Je remercie l'orateur Onana pour l'attention particulière accordée à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, comme il a bien dit, depuis 30 ans, la population est en train d'être massacrée, c'est vrai. La vraie victime, la population jusqu'aujourd'hui, se demande qui les dit, pourquoi on les dit. Et j'ai vu sur la page de couverture de sa question, de son ouvrage, il s'est posé la question sur l'implication, si je peux l'appeler ainsi, la situation de la France sur la situation de l'Est de la RDC. Quelles sont les hypothèses que M. Onana émet pour affirmer que la France peut avoir une mainmise, permettez-moi le terme, sur la situation de l'Est de la RDC? Ça, c'est la première partie de cette question. La seconde partie, en tant que chercheur, politologue, spécialiste de l'Afrique, à travers des recherches que M. Onana a menées, est-ce qu'il peut vous permettre de dire que c'est une complicité mondiale contre la République démocratique du Congo? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons, il y a de cela quelques années d'abord au départ, c'était une bonne partie de l'armée américaine qui était déployée à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons la force de l'EAC aussi à la République démocratique du Congo, mais ça, c'est la population continue à être tuée jusqu'aujourd'hui. Peut-on toujours parler de la complicité seulement peut-être de la France ou que c'est une complicité mondiale? Merci. Voilà. Pour une deuxième question, donc sa première question, c'était pour faire court. Je résume d'abord la première question parce que M. Nana est en train de prendre des notes. Oui, passez-lui le micro en même temps que je résume. Donc, la première question, c'était qu'est-ce qui vous fait dire que la France est impliquée? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui peut montrer que le complot est mondial? Voilà. S'il faut vraiment le résumer. À vous la parole. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Je suis M. Elie Benissai du LPKSB. Moi, j'avais plutôt une réaction suivie d'une question. Vous venez de nous conseiller, nos jeunesses de la RDC, de lever nos voix auprès de la communauté internationale, vu que notre situation ici à Béni n'est pas autant médiatisée que ce qui s'est passé ailleurs avec des situations un peu pareilles. Parce que vous avez dit, la jeunesse a haussé les voix pendant longtemps, mais la communauté internationale semble s'en foutre. Il y a en RDC beaucoup d'experts internationaux, beaucoup d'organisations internationales, la MONUSCO elle-même. Est-ce que la communauté internationale est silencieuse parce qu'elle ne connaît pas vraiment la situation? Est-ce que le problème, c'est parce que la jeunesse congolaise est silencieuse que la communauté internationale est silencieuse aussi? Est-ce que la communauté internationale n'est pas silencieuse parce qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle connaît tout du début jusqu'à la fin et que c'est la communauté elle-même la base de tout? Est-ce que le problème, c'est vraiment le silence de la jeunesse? Moi, je pense plutôt que ce qui se passe en RDC est bien connu par tout le monde, dans le monde entier. La jeunesse congolaise n'a pas besoin d'hausser la voix pour que la situation soit connue de tout le monde. La communauté internationale, je voulais poser la question. Et pensez-vous pas plutôt que la jeunesse doit penser à une autre solution que de pleurnicher devant la communauté internationale qui connaît tout et qui sait faire? Est-ce que la jeunesse congolaise ne doit pas se prendre en charge, développer d'autres solutions
c'est mettre ensemble pour chercher à voir que peut-on faire pour que nous puissions être dans la paix. Que peut-on faire pour que notre contrée puisse avoir un peu de la sécurité? Parce qu'on a déjà tout fait. On a déjà presque tout fait. Les marches pacifiques, les colères se sont faites. Des cités, des livres, comme vous le faites, se sont déjà faits. Beaucoup de stratégies ont été faites. Mais au finish, comme vous venez de le dire, 30 ans de malheur. Est-ce que vraiment c'est ces questions qui se passent ou c'est peut-être on est en train de planifier, chercher la solution devant le créateur du problème? Merci beaucoup. Voilà. En résumé, pourquoi la communauté dite internationale est-elle silencieuse? Est-elle silencieuse parce que les Congolais sont silencieux? Est-ce que, bon, on a déjà essayé toutes les solutions, écrire les livres, protester. Est-ce que la jeunesse ne doit pas passer à autre chose pour essayer de trouver une solution? Est-ce que essayer de poser la question à ce que beaucoup appellent communauté internationale, ce n'est pas aller demander au pyromane d'éteindre le feu qu'il a allumé? Est-ce que de l'orient? Voilà en résumé ces propos. C'était question et réaction en même temps. On va prendre cette série-là. Oui, je le remercie, le dernier intervenant, pour sa réflexion-question. Je suis totalement d'accord avec lui dans le fait que les gens savent ce qui se passe en RDC. Et quand je dis les gens savent, attention, ce n'est pas tout le monde. C'est les gens ceux qui font de la grande politique, de la haute politique, sont parfaitement au courant de ce qui se passe là-bas. Et donc, je l'ai dit aussi en début d'intervention, que à partir du moment où les intérêts de certaines puissances sont garantis, eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de s'indigner, de protester, etc., etc. Donc, la jeunesse congolaise a beaucoup plus de pouvoir qu'elle ne peut l'imaginer. Pourquoi? Parce que quand vous faites des manifestations, vous dites, on a fait des manifestations, ça fait toujours 30 ans, oui, vous avez fait des manifestations, ça fait 30 ans, mais ça fait 30 ans que ça continue. Ça signifie qu'il faut aussi utiliser d'autres moyens, notamment les moyens modernes. Vous avez aujourd'hui, moi je vois par exemple sur les plateformes Internet, il y a des Congolais qui interviennent sur les trucs du Congo, mais il n'y a pas il n'y a pas une offensive, je dirais, de la jeunesse congolaise sur les réseaux sociaux concernant la tragédie du Congo. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, que vous pouvez faire, parce que c'est à votre portée, parce que vous êtes une génération qui est née avec les nouvelles technologies, vous connaissez. Et d'ailleurs, ceux qui combattent et qui pillent le Congo aujourd'hui, c'est pour développer les nouvelles technologies. Donc, pourquoi ne pas investir ce terrain-là pour mener aussi la bataille sur le drame du Congo? C'est-à-dire que ce soit ceux qui sont formés au niveau de l'informatique, ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux pour développer, c'est là que ça devienne votre arme redoutable pour mener le combat contre, que ce soit WhatsApp ou toutes sortes de réseaux sociaux sont utilisés. Les gens les ont utilisés pour faire la propagande sur d'autres choses. Les gens l'ont utilisé pour demander le soutien à l'Ukraine, par exemple, et tout ça. Mais ceux qui sont à Béni, ceux qui sont à Goma, ceux qui se